Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres de l'actualité. Sécurité routière, les accidents de la route continuent de faire de lourdes victimes en Algérie et les autorités misent sur un renforcement des mesures de prévention et de répression à travers le projet de loi sur la circulation routière. Nous irons à Mascara où la maintenance des locomotives se poursuit dans le cadre du projet stratégique de Garage Villette et où de jeunes techniciens sont formés pour renforcer les compétences locales. À Raza, plusieurs morts et blessés ont été enregistrés dans un bombardement sioniste ciblant des déplacés. On ira également à Londres où il a été procédé à l'inauguration de l'ambassade de l'État de Palestine, symbole fort reflétant les droits des Palestiniens à la création d'un État souverain. Au Maroc, la situation des sinistrés du séisme Al Haouz reste critique. Près de 3 ans après la catastrophe, de nombreuses victimes vivent encore sous des tentes de fortune, dénonçant la négligence du Mersenne. Bienvenue à tous. Tout d'abord, dans le cadre du processus législatif, le Conseil de la Nation exerce sa compétence constitutionnelle pour l'examen du projet de loi sur la circulation routière. Transmis par l'Assemblée populaire nationale, ce projet vise à moderniser le cadre législatif régissant la circulation et à renforcer la sécurité routière, selon une approche globale dont le pilier central reste la prévention. Et justement, les accidents de la route continuent de faire de lourdes victimes en Algérie. Les chiffres sont alarmants. Plus de 2000 morts et près de 90 000 blessés en une seule année. Un bilan qui a mobilisé plus d'1 200 000 interventions des services de la protection civile. Et le drame se poursuit. Au cours des dernières 48 heures, seulement 7 personnes ont perdu la vie et 416 autres ont été blessées à travers le pays. Face à cette situation préoccupante, les autorités misent sur un renforcement des mesures de prévention et de répression à travers le projet de loi sur la circulation routière actuellement en débat. Les détails avec Maïsel Bouhala. Les routes algériennes continuent de faire des victimes. Dès les premiers jours de l'année 2026, on dénombre déjà plusieurs morts à travers le territoire national. En l'espace de ces dernières 24 heures, 4 personnes ont perdu la vie et 189 autres ont été blessées. Un début d'année, hélas, préoccupant, qui prolonge une tendance lourde héritée de 2025. Selon les autorités compétentes, le bilan est particulièrement alarmant. Les chiffres officiels font état de 25 538 accidents recensés à l'échelle nationale qui ont causé la mort de 3 571 personnes et 34 953 blessés. Par rapport à 2024, la situation s'est donc considérablement aggravée. En 2025, l'on a enregistré une hausse de 2,86% des accidents de la route. Le nombre des blessés a donc augmenté de 4,22% et 1,95% pour les décès. Les services de secours, eux, ont réalisé près de 1,2 million d'interventions durant 2025. Face à cette hécatombe, la sécurité routière s'impose désormais comme une priorité nationale. Le projet de loi relatif à la circulation routière s'inscrit dans cette dynamique en misant sur une approche combinant prévention, sensibilisation et dissuasion, afin d'ancrer une culture de responsabilité sur nos routes. Pour rappel, le texte reste ouvert à l'enrichissement, à la lumière des observations et des propositions formulées. Justement, une réunion de concertation s'est récemment tenue entre les partenaires sociaux et les représentants du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Une approche participative saluée par les professionnels qui appellent à conjuguer fermeté des sanctions et protection des droits tout en mettant l'accent sur la prévention. La société civile a pour sa part souligné l'urgence de sécuriser les routes algériennes via de meilleures infrastructures, des contrôles renforcés et le développement d'outils numériques. Autre secteur, le développement des grands projets structurants du pays s'appuie sur la modernisation des infrastructures et la valorisation des compétences nationales. L'atelier principal de maintenance des locomotives de Louiba est aujourd'hui considéré comme un maillon stratégique du réseau ferroviaire national. Sa particularité, une main-d'œuvre et un savoir-faire 100% algérien pour garantir la fiabilité du matériel en permanence. Reportage de Sami Darli. Au cœur du réseau ferroviaire algérien, derrière chaque train qui traverse le pays, se cache un lieu stratégique souvent méconnu.
la base principale de maintenance des locomotives de Rouiba. C'est l'atelier central de la Société nationale des transports ferroviaires, là où les locomotives lourdes et essentielles au transport de voyageurs et de marchandises sont révisées, réparées et modernisées, garantissant leur performance et leur disponibilité sur tout le territoire national. Une révision générale consiste à mettre à terre tous les composants d'une locomotive, des GT26, GT36, GT46. Les dernières locomotives acquises en Algérie, c'est les GT46, c'est des locomotives à 4500 chevaux. Ici, nous procédons au remplacement du système de suspension du train. C'est une étape essentielle de la maintenance. Maintenance périodique, réhabilitation complète des moteurs, mise à niveau des systèmes électroniques et même la gestion et le recyclage des huiles usagées. L'atelier où nous nous trouvons est une véritable fourmilière où s'activent 300 ingénieurs et techniciens hautement qualifiés. Récemment, on a commencé une opération de réhabilitation de 20 locomotives avec le partenaire étranger Progress Rail. Ces 4 locomotives immobilisées sur la ligne de maintenance sont destinées à la ligne stratégique du projet de Garage Billet. Elles subissent un contrôle approfondi. 2 d'entre elles ont bénéficié d'une révision générale, tandis que les 2 autres ont été entièrement réhabilitées. Nous avons préparé ici 4 locomotives. Chacune d'elles a passé un contrôle technique complet. Sécurité, freinage, électricité, refroidissement, tout a été vérifié pour qu'elles puissent fonctionner dans des conditions difficiles et sur de longues distances. Grâce à ce travail, nous assurons un transport sûr et efficace. Et cela montre surtout le savoir-faire de nos équipes et le rôle central du centre de maintenance dans la réussite des grands projets. Au fil des ans, la SNTF a engagé des programmes de modernisation et de rénovation intégrant des technologies avancées pour améliorer la performance, réduire la consommation de carburant ou d'énergie et prolonger la durée de vie des locomotives. Vous l'aurez compris, ici, c'est le cœur industriel du rail et la colonne vertébrale de la fiabilité ferroviaire nationale. Et dans la continuité de cet effort national, d'importants travaux de maintenance du matériel ferroviaire se poursuivent à Mascara, tout en assurant la formation de jeunes compétences en appui au projet stratégique de Garage Billet. Anis Chir. Dans les ateliers de Mohammedia à Mascar, des opérations de maintenance et de réhabilitation sont en cours sur les locomotives et les wagons destinés au transport du minerai de fer dans le cadre de l'accompagnement du projet stratégique de la ligne ferroviaire de Garage Billet. Ces travaux s'inscrivent dans une dynamique de complémentarité entre l'expertise technique et les exigences du transport minier lourd, afin d'assurer la disponibilité du matériel ferroviaire et de garantir un acheminement efficace et continu du minerai. Au total, 120 wagons destinés au transport de minerai de fer depuis Garage Billet à Btiwa Oran. Actuellement, nous en sommes à la 10e locomotive parmi les 20 prévues pour rénovation. Les opérations de réhabilitation et de modernisation sont réalisées au niveau de l'atelier de Mohammedia. Les locomotives sont équipées de systèmes modernes de surveillance technique et de contrôle, permettant d'améliorer les performances de traction et d'assurer un niveau élevé de sécurité, notamment grâce au dispositif EM2000. La particularité de ces wagons, c'est qu'ils disposent de déchargement automatique et pneumatique grâce à un mécanisme de pression d'air. Chaque locomotive supporte des charges de 42 tonnes. Parallèlement aux opérations de maintenance et de réhabilitation, ces ateliers accueillent également des programmes de formation au profit des jeunes intégrés au projet de Garage Billet afin de leur fournir les compétences et les qualifications nécessaires au maintien du projet sur le long terme. C'est une grande responsabilité. Nous sommes la première promotion au niveau de Tindouf et de Garage Billet. On espère être à la hauteur. On a passé un concours. Après avoir réussi, on a rejoint cette formation. Nous confier un projet aussi important est un grand honneur et une preuve de confiance. Nous sommes heureux de contribuer au développement du pays. Avec tous ces efforts déployés et les moyens mis à disposition, les pouvoirs publics illustrent leur forte volonté d'investir sur les ressources et les compétences locales, dans une vision stratégique à long terme dans le secteur des industries lourdes et du transport ferroviaire.
Éducation nationale à présent. Invité hier au forum de la radio chaîne 1, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadawi, est revenu sur la nouvelle stratégie du secteur axée sur la modernisation. Il a notamment mis l'accent sur la révision des programmes scolaires, une démarche destinée à alléger la charge des élèves et des enseignants tout en améliorant la qualité des apprentissages. Anis Chir. Développer des programmes scolaires conformes au progrès de la connaissance tout en préservant l'identité nationale. C'est ce à quoi s'attelle le département de Mohamed Sghir Saadawi qui a affirmé au forum de la chaîne 1 radiophonique que l'État a consacré un budget considérable pour la réalisation de cet objectif. Et d'ajouter que cette opération a commencé graduellement, touchant d'abord le primaire, ensuite le moyen, pour atteindre in fine le palier du secondaire. Le secteur de l'éducation planche en outre sur l'ouverture de nouvelles filières au lycée à l'instar de l'informatique pour permettre aux futurs bacheliers d'intégrer plus facilement les grandes écoles spécialisées dans l'intelligence artificielle et la sécurité cybernétique. C'est toujours dans cette perspective que des lycées spécialisés dans les sciences exactes verront le jour, un projet en cours de parachèvement qui sera soumis aux partenaires sociaux et aux parents d'élèves. Cette nouvelle filière permettra de former les élèves, particulièrement dans des domaines scientifiques et techniques qui leur permettront de rejoindre les écoles supérieures en intelligence artificielle et cybersécurité. Par ailleurs, et dans le souci d'offrir aux élèves aux besoins spécifiques l'opportunité d'apprendre, le secteur de l'éducation nationale compte ouvrir des classes spécialisées au sein des établissements scolaires et hospitaliers. Le tout en collaboration avec les ministères de la Santé et de la Solidarité afin de les accompagner psychologiquement. La conférence de presse a été l'occasion de mettre l'accent sur les ressources humaines à travers 2 opérations d'intégration de milliers d'enseignants contractuels en 2022 et 2025 et l'ouverture du concours national de recrutement des enseignants. Toute expérience obtenue dans l'enseignement sera prise en compte dans le recrutement ainsi que les diplômes dans les spécialités adéquates. Tout ce processus se fera dans la plus grande des transparences. Les enseignants en exercice bénéficieront pour leur part d'un programme de formation continue visant à améliorer la qualité de l'enseignement. Dans l'actualité internationale, la commission de résistance aux murs et aux colonies a reporté que les forces de l'occupation sioniste ont saisi 47 hectares de terrain appartenant aux villes de Fendourmiya et Silat al-Dahr dans le gouvernorat de Jenin et à Bourqa dans le gouvernorat de Naplouse en Palestine occupée. Cette saisie a été effectuée dans le cadre de l'extension d'un ordre militaire émis par l'occupationniste le mois dernier. La commission a expliqué que l'ordre militaire prévoyait l'expropriation d'un total de 503 hectares de terrain dans ces 3 villes afin de construire une route reliant les colonies. Toujours en Palestine, 4 personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées à la suite d'un bombardement mené par les forces d'occupation sionistes ayant visé une tente abritant des déplacés dans la zone d'Al-Mawassi à l'ouest de la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Ces attaques répétées laissent des familles entières dans le deuil et la détresse. Parmi elles, Sahar Khil, seule survivante de sa famille. Maïs Al-Bouhala. Sahar Khil est la seule survivante d'une famille entièrement décimée par des bombardements sionistes il y a plus de 4 mois. Elle revient pour la première fois sur les lieux du drame, là où sa vie a basculé. Son corps porte encore les stigmates de cette agression et sa mémoire en garde des traces indélébiles. J'ai perdu mon père, ma mère. Ma sœur est décédée sur le coup alors qu'elle se trouvait chez les voisins. Mon frère a quant à lui succombé à ses blessures 2 jours après le bombardement qui a eu lieu le 31 août. Depuis ce jour, je suis seule. Je suis la seule rescapée. Malgré la douleur et le traumatisme, elle n'a pas laissé la guerre lui voler son rêve. Elle a donc repris ses études en médecine, convaincue que sauver des vies est sa manière de lutter contre l'occupation sioniste. Malgré la douleur, je me suis réfugiée dans mes études. Ma détermination m'a poussée plus loin et mes notes de 4e année ont surpassé celles de l'année précédente.
Symbole d'une résilience à toute épreuve, Sahar se tient debout au milieu des ruines, démontrant à l'ennemi que les bombardements peuvent certes détruire des maisons et emporter les êtres chers, mais ils ne pourront jamais anéantir le désir de continuer à vivre et les rêves. Ici, c'était notre maison, notre cuisine. Il n'en reste rien. C'est là que j'étudiais. Là, c'était mon bureau. Sahar est le témoin d'une tragédie qui touche tout un peuple bien déterminé à survivre au génocide perpétré par l'entité sioniste. Et à Londres, l'ambassade de Palestine a été inaugurée plus de 3 mois après que le Royaume-Uni a reconnu l'État de Palestine. L'ambassadeur palestinien Hussam Zomlot a qualifié cet événement de reconnaissance du droit inaliénable du peuple palestinien à établir un État souverain. Il a également souhaité voir Al-Quds comme capitale de la Palestine et le retour des Palestiniens exilés. Près de 3 ans après le séisme d'Al-Haouz au Maroc, de nombreuses familles demeurent toujours sans logement, livrées à elles-mêmes face au froid de l'hiver, une précarité persistante qui met en évidence la négligence et les limites de la prise en charge des sinistrés par le Marsen. Sami Dakhli. Des tentes délabrées, laissant passer le froid et la pluie. La misère dans laquelle est plongée la population marocaine n'est plus à démontrer. Jour après jour, année après année, la souffrance persiste et les conditions de vie se détériorent de plus en plus. Abandonnés, les sinistrés de la province d'El Haouz continuent à dénoncer leur quotidien car depuis le tremblement de terre d'il y a 3 ans, ils sont encore sans toit. Les autorités locales n'ont même pas daigné de leur trouver des abris, ne serait-ce pour affronter la rudesse de l'hiver. C'est la réalité d'El Haouz. Aujourd'hui, des familles vivent encore sous les tentes dans des conditions très difficiles. Nous souffrons, les habitants d'El Haouz sont marginalisés et oubliés. Nous vivions dans l'injustice et l'abandon. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Depuis le séisme, nous vivons dans ces conditions précaires, sans stabilité ni sécurité. Les pluies et chutes de neige abondantes ne font que révéler l'ampleur du drame. Un échec flagrant de la gestion gouvernementale du Marsen, incapable jusqu'à aujourd'hui de reconstruire les zones sinistrées. Avec la pluie et le froid, je n'ai nulle part où aller. Je vis dehors, je veux récupérer ma maison, mon droit et mes enfants. Pendant que le Marsen projette une image illusoire à travers des festivals aux lumières artificielles, les villages oubliés sombrent dans la pauvreté et l'obscurité. Et puis à l'appel de l'Association des barreaux du Maroc, les avocats ont entamé une grève nationale ce matin entraînant une perturbation majeure du fonctionnement des tribunaux sur fond de désaccord avec le ministère de la Justice autour d'un projet de loi controversé, un mouvement de contestation qui pourrait s'élargir avec la reprise annoncée de manifestations dans plusieurs secteurs. Retour au pays avec la météo. Des chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 900 mètres d'altitude dans plusieurs wilayas aujourd'hui et demain, selon le bulletin météo spécial émis par les services de l'Office national de météorologie, placé en vigilance orange. Ce BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Naama, Al-Bayid, Sidi Blabès, Tiaret, Saïda, Maskara, Tissemsil, Taïn Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Larwat, Djelfam, Sila, Bouira, Tizi Ouzou, Bourj Bouaririt, Djidjel, Béjaïa et Sétif. Les wilayas de Mila, Constantine, Skikda, Gelma, Soukahras, Oumelbouaki, Betna, Khenchla et Tebessa, dans les reliefs dépassant les 900 mètres d'altitude, sont également concernés par les chutes de neige avec une épaisseur estimée entre 5 et 10 cm. Sport à présent avec l'équipe nationale de football qui affrontera cet après-midi à 17h l'un des Congo pour le compte des 8e de finale de la CAN 2025. Vladimir Petkovic devra faire sans Chergi Hidjam, forfait pour blessure, ainsi que Ryan Aitnouri, victime d'une forte grippe. Les détails avec Fatah Abada. À la CAN 2025, l'heure n'est plus au calcul. Place au match à élimination directe. Et ce mardi 6 janvier, un choc retient toute l'attention. Algérie et République démocratique du Congo en 8e de finale. Deux sélections aux ambitions élevées pour une affiche qui s'annonce intense. L'Algérie,
nation majeure du football africain, aborde ce rendez-vous avec la pression du favori. Après une phase de groupe maîtrisée, les Fennecs savent qu'à ce stade de la compétition, la moindre erreur se paye cash. Solide collectivement, forte d'une expérience acquise dans les grands tournois, l'Algérie mise sur son équilibre, sa qualité technique et sa capacité à gérer les temps forts comme les moments de doute. En face, la République démocratique du Congo avance avec détermination et sans complexe. Les Léopards ont démontré qu'ils possédaient les armes pour rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Engagement physique, transition rapide, intensité constante, la RDC incarne un adversaire difficile à manœuvrer. Ce huitième de finale promet également un duel tactique. La maîtrise et la patience algérienne face à la verticalité et à l'impact congolais. Le combat au milieu du terrain sera décisif, tout comme la gestion des temps faibles. L'ambiance est très bonne, on prépare sereinement cette confrontation. Un match à élimination directe est toujours difficile, mais on espère se qualifier. On compte sur tout le groupe, on espère faire un gros match, on sait que c'est une belle équipe. Et maintenant on est en phase éliminatoire, donc tous les matchs vont être importants et Inch'Allah on va faire un gros match. Historiquement, les confrontations entre l'Algérie et la RDC ont souvent été serrées, parfois indécises jusqu'aux dernières minutes. Et ce mardi encore, le scénario pourrait basculer à tout instant. Dans un stade acquis à la cause du spectacle, devant des millions de téléspectateurs, 90 minutes, voire plus, pour continuer l'aventure. Dernier arrêt culturel à Tamnaraset où l'artisanat sahérien s'expose comme un trait d'union entre héritage et modernité. La ville a accueilli la 23e édition du Salon national de l'artisanat sahérien, une vitrine du savoir-faire traditionnel et d'un patrimoine transmis de génération en génération. Miledanin. À Tamnaraset, le Salon national de l'artisanat saharien a été l'occasion pour plus de 70 artisans d'exposer leurs créations, mettant ainsi en lumière un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Nous avons été très bien accueillis. Le koufin figure parmi les produits phares confectionnés par les femmes de Janet. Que ce soit les parfums ou d'autres produits, tout est artisanal. Venus des 4 coins du pays, les exposants ont présenté leur savoir-faire, représentant une large diversité de métiers artisanaux. Je suis spécialisée dans la dinanderie. Je confectionne des bijoux en cuivre tels que le khlala, des porte-stylos, des mini-calèches et l'emblème national. Le salon permet aux artisans de commercialiser leurs produits et d'échanger sur leur métier à travers des journées d'études et des ateliers. À travers ces créations, l'artisanat saharien demeure un élément essentiel de l'identité culturelle algérienne et nécessite un soutien durable pour assurer sa pérennité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.